Bonjour à tous, bonjour Gilbert. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire un petit peu spécial puisque c'est un sujet qui anime beaucoup notre chaîne YouTube et sur lequel on reçoit énormément de questions. J'ai nommé la testostérone. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les hommes, effectivement. Oui. Et pour commencer, comme d'habitude, je vais te demander une petite présentation de qui tu es et ce que tu fais chez Charles Branco. Donc moi, je suis Gilbert Boujardé, je suis médecin sexologue et andrologue qui consulte sur la plateforme Charles.co, parce que Charles.co, c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter quand on a des problèmes de santé, en particulier des problèmes de santé masculins. Par exemple, si on a un problème d'érection ou un problème d'éjaculation, de libido, ou si on pense avoir un problème de manque de testostérone. On va sur le site, on choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter, on remplit un questionnaire qui est en lien avec ce problème. C'est évidemment un questionnaire qui reste confidentiel entre le patient et le médecin qui consulte. Et par exemple, il y a la rubrique testostérone ou andropause, où il y a des médecins qui sont spécialisés dans ce domaine et habilités à prescrire lorsque la prescription est bien sûr recommandée. Mais j'imagine qu'en cours de webinaire, dans quel cas on presserait la testostérone, dans quel cas on n'en presserait pas. Tout à fait. Et donc, si jamais vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu dans ce webinaire, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire sur YouTube ou plus directement, si c'est des cas très précis, à consulter un médecin sur charles.com. Alors, pour commencer ce sujet de la testostérone, je vais te poser une question assez simple. Qu'est-ce que c'est que la testostérone, justement? Oui, c'est vrai. Allez, on va faire basique. La testostérone, c'est une des hormones qu'on a dans notre corps. Je sais que quand on dit testostérone, d'ailleurs, on pense tout de suite aux hommes. Il ne faut pas oublier que la testostérone existe aussi chez les femmes. Mais là, dans le webinaire d'aujourd'hui, on va surtout parler de la testostérone chez les hommes. C'est une hormone qui a plusieurs rôles dans notre corps. Un des rôles les plus connus, ou les deux rôles les plus connus, c'est sur la sexualité et sur l'activité physique ou la masse musculaire. Sur la sexualité, c'est cette hormone qui contribue au comportement sexuel, c'est-à-dire l'élan sexuel, l'envie, l'intérêt pour la sexualité. Ça joue aussi sur les érections, sur le plaisir, l'excitation. En fait, ça joue sur un peu l'ensemble des symptômes d'ordre sexuel. Sur le plan physique, ça joue sur la force musculaire, la masse musculaire. C'est pas pour rien que les sportifs, ou certains sportifs plutôt, pas les sportifs, se dopent à la testostérone parce que ça aide à avoir plus d'énergie musculaire. Et si on est en surdosage, on va avoir un volume musculaire hypertrophié. Mais on oublie souvent que c'est une hormone qui a plein d'autres rôles. Par exemple, elle contribue au fait que les os restent solides. Ça contribue aussi au côté neurocognitif, c'est-à-dire la mémoire, la vigilance, le fait d'être positif, le fait de ne pas ruminer les idées, d'être endormi, etc. Donc voilà, c'est une hormone qui contribue à beaucoup de choses dans notre corps. Eh bien, d'ailleurs, on vient d'avoir une question dans le chat, donc je me permets de te la poser tout de suite. On a Hugo qui nous demande comment connaître son taux de testostérone, justement. Quand on a des symptômes, on se dit, est-ce que c'est un manque de testostérone? Les symptômes ne sont pas suffisants pour confirmer que c'est un manque de testostérone. Il faut une prise de sang. Et c'est l'examen de référence pour savoir s'il y a un déficit en testostérone, en sachant qu'il y a 2-3 choses à connaître. Premièrement, on ne fait jamais un diagnostic de déficit en testostérone sur une seule prise de sang, parce qu'on sait que on peut avoir une baisse transitoire de testostérone, ça peut être lié à une période de vie. Donc, si la première prise de sang montre qu'il y a un manque de testostérone, on complète par une deuxième prise de sang qui est faite à quelques semaines d'intervalle, et on ne peut faire le diagnostic de manque de testostérone que si on a 2 prises de sang qui montrent qu'il y a un manque de testostérone et qu'en plus, il y a des symptômes qui correspondent à ce manque de testostérone. C'est quel médecin que tu conseilles d'aller voir? Quelle spécialité? Je dis souvent sur Charles.co, et tu m'as souvent entendu dire, Camille, un médecin habitué et spécialisé au domaine de la testostérone. Par exemple, sur Charles.co, les médecins qui consultent dans la rubrique testostérone, c'est tous des médecins soit urologues, soit gynécologues, soit endocrinologues, mais spécialisés spécifiquement dans le domaine de la testostérone. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Ensuite, on avait une question sur le taux de testostérone. Justement, qu'est-ce que c'est un taux de testostérone normal? Et à partir de quand on peut dire qu'on a un déficit ou alors qu'on a trop de testostérone? C'est la question épineuse. Pourquoi? En fait, si vous regardez les recommandations des sociétés savantes, c'est-à-dire les sociétés scientifiques, vous allez voir que la Société française et européenne d'endocrinologie va donner un taux minimum de testostérone différent de la Société française ou européenne d'urologie, différent de la Société européenne française de sexologie. C'est pour ça que certains médecins ils vont dire non, il n'y a pas de déficit, et d'autres médecins vont dire si, il a quand même le taux, il est assez bas. En fait, on estime, allez, globalement, que
en dessous de 2,5 ou 3 nanogrammes par millilitre de testostérone total, on commence à considérer que ça peut ressembler à un déficit, surtout s'il y a des symptômes qui correspondent. C'est assez difficile de dire quel est le taux précis. Le taux de testostérone considéré comme minimum peut varier. En plus, on l'interprète en fonction de l'âge. Quelqu'un de 30 ans, on va admettre un niveau minimum qui est différent que quelqu'un qui a 60 ans. Mais globalement, allez, on va dire pour la testostérone totale, en dessous de 2,5 ou 3 nanogrammes par millilitre. Pour la testostérone libre, en dessous de 8, c'est admis quand même que c'est bas. Et pour la biodisponible, en dessous de 0,8 nanogrammes, on va considérer que c'est bas. Mais attention, il faut que ça soit sur plusieurs prises de sang et qu'on ait des symptômes qui correspondent à cette prise de sang aussi. Alors justement, tu parlais de l'âge. On a eu des questions en amont du webinaire autour de l'andropause, à savoir qu'est-ce que c'est que l'andropause et à quel âge cela arrive. C'est vrai que l'andropause, on utilise encore ce terme parce qu'il est simple et on le comprend. Médicalement, on parle plutôt de déficit en testostérone lié à l'âge. C'est le terme médical admis. On sait qu'avec l'âge, le taux de testostérone diminue progressivement. Ça, c'est chez tous les hommes. La question qui se pose, c'est si à un moment, il y a une diminution qui n'est plus normale pour l'âge, mais qui est trop rapide ou trop importante. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de déficit en testostérone lié à l'âge, c'est-à-dire que le taux a tellement diminué qu'il y a des répercussions sur l'état de forme ou l'état de santé de l'homme. C'est quelque chose qui survient surtout après l'âge de 45-50 ans, même si de nos jours, on observe quelques andropauses un peu étranges, précoces. On ne sait pas si c'est lié aux toxiques qui nous entourent, aux perturbateurs endocriniens ou autres phénomènes, mais globalement, c'est quand même après l'âge de 45-50 ans. Super. Alors, je pense que tu vas un petit peu te répéter, mais il y a des gens qui arrivent en cours de route. Alors, on a reçu une question dans le chat qui était: quels sont les symptômes d'un manque de testostérone ou justement d'andropause? Oui, c'est très important. Tu as raison, même si on se répète, c'est très, très important. Et d'ailleurs, ça va être l'occasion de dire qu'est-ce que ça peut être autre. Les symptômes de déficit en testostérone ou de l'andropause, on peut les grouper en 4 groupes de symptômes. Premièrement, des symptômes d'ordre sexuel, en particulier un manque d'élan sexuel, manque d'intérêt pour la sexualité, manque d'envie, les érections qui sont moins bonnes avec moins d'érections la nuit et le matin, manque de plaisir, les sensations ne sont plus les mêmes ou difficulté à atteindre l'orgasme ou l'éjaculation. Ces symptômes-là font plutôt penser à un déficit en testostérone. Deuxième groupe de symptômes, c'est les symptômes d'ordre physique, fatigue, manque de force physique, l'impression qu'on manque d'énergie au niveau musculaire, l'impression même que nos muscles sont moins costauds, ou on n'arrive plus à faire du sport, ou on perd en masse musculaire. Ça, c'est des signes aussi qui sont fréquents dans le déficit en testostérone. Mais ça peut être aussi parfois totalement bénin, lié à l'âge, à l'alimentation qui n'est pas aussi riche en protéines qu'avant ou des choses comme ça. Troisième groupe de symptômes, c'est les symptômes, on va dire, neuropsychiques, ralentissement, du mal à se concentrer, l'impression qu'on tourne les idées en tête, un côté plus négatif qu'avant, moins résistant au stress, plus contrarié qu'avant, l'impression que le meilleur est derrière nous, une sorte de pseudo-dépression un peu bizarre ou l'impression qu'on manque d'élan même dans la vie de tous les jours. Le cas le plus fréquent d'ailleurs, Camille, et les personnes qui nous regardent, les symptômes que je viens de vous dire, on pense tout de suite testostérone. Mais de nos jours, le cas le plus fréquent, c'est pas le déficit en testostérone, c'est plutôt épuisement mental. C'est-à-dire on a traversé des périodes où on a dû beaucoup prendre sur soi, encaisser des responsabilités, gérer des choses, des contrariétés peut-être, etc. Et donc, à un moment, on a une fatigue mentale. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont téléconsulté qui disent « mais j'avais tous les symptômes du déficit en testostérone ». Ben, on m'a dit qu'il ne me faut pas un traitement testo. Ben oui, c'est que c'était autre chose que ça. Mais évidemment, si on a les symptômes que j'ai dit, plus la prise de sang qui montre qu'on en manque, c'est le traitement par testostérone qui est recommandé. Quatrième groupe de symptômes, c'est plus, on va dire, métabolique. Les os qui deviennent fragiles, l'ostéoporose, tendance à être en prédiabète ou syndrome de résistance à l'insuline. On commence à accumuler du gras au niveau du ventre et on a l'impression que peu importe ce qu'on fait, on a du mal à perdre du poids au niveau du ventre. On a aussi le cholestérol qui commence à augmenter, etc. Donc ça, c'est plutôt des troubles métaboliques qui vont être constatés à l'occasion de diagnostics de prédiabète, de début d'hypertension, etc. Donc voilà, les symptômes sont les suivants sur le plan sexuel, sur le plan d'état de forme général, sur le plan neuropsychique, et sur le plan métabolique. Ce sont les 4 grands groupes de symptômes de déficit en testostérone. Et donc là, on a parlé des symptômes. Et est-ce qu'on peut dire un petit peu quelles sont les causes d'un déficit en testostérone? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer ou qu'on peut prévenir également? Oui, il y a plusieurs causes possibles. L'andropause typique,
ce qu'on appelle déficit lié à l'âge, c'est le fait que les testicules ne fabriquent plus suffisamment de testostérone. Ça, c'est une cause, on va dire, classique et qui est variable d'un homme à un autre en déficit en testostérone. Il y a le prolactinome, c'est-à-dire un excès de prolactine fabriqué par l'hypophyse va faire baisser le taux de testostérone. C'est pour ça qu'on ne commence jamais un traitement par testostérone sans avoir vérifié si le taux de prolactine est normal ou pas. Si le taux de prolactine est élevé, c'est la prolactine qu'il faut soigner et non pas la testostérone. Et en soignant la prolactine, la testostérone a de fortes chances d'augmenter. Il y a aussi certaines causes qui, de nos jours, sont fréquentes où on ne trouve pas la cause. C'est bizarre, il n'y a aucune cause, mais il y a un déficit, comme si le corps est mis au ralenti. Dans ces cas-là, il y a deux hypothèses. Soit c'est lié au mode de vie et le fait de refaire du sport, s'exposer à la luminosité. J'en parle beaucoup dans les vidéos sur la chaîne YouTube Charles.co, comment booster naturellement la testostérone. Plein de petits détails comme ça, chez certaines personnes, ça suffit pour relancer. Et c'était juste endormi. Et chez d'autres personnes, ça ne suffit pas. Et à ce moment-là, on met en route le traitement par testostérone. Une fois qu'on a compris les causes et les symptômes, on a dans le chat une question autour justement des astuces plutôt naturelles et pas forcément médicamenteuses pour booster sa testostérone. Comment on peut booster naturellement sa testostérone? Alors, je vais donner quelques astuces pour lesquelles on a un minimum de preuves scientifiques que c'est utile à quelque chose. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube Charles.co où on explique ça. Les 4-5 astuces vraiment efficaces au sens preuve scientifique pour relancer. Première astuce, c'est l'activité physique. Ça, c'est quelque chose qui a été démontré. Quand on dit activité physique, on n'est pas obligé de faire de la musculation, hein, de la marche, de la gymnastique douce. Deuxième point, c'est perdre du poids au niveau du ventre. Je sais que les personnes qui me suivent sur la chaîne ou mes patients savent que je n'arrête pas de parler de la graisse abdominale. C'est une graisse vivante et en fait, elle a un rôle qu'on appelle d'aromatisation de la testostérone. Alors, c'est joli, je sais qu'à chaque fois je dis aromatiser la testostérone, ça fait joli. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on transforme la testostérone en oestrogène. Donc, on transforme l'hormone masculine en hormone féminine. Et donc, plus on a de graisse au niveau abdominal, plus on va avoir un taux de testostérone bas dans le corps. Donc, faire ce qu'il faut pour perdre du poids au niveau du ventre, c'est-à-dire mieux manger, faire de l'activité physique, rééquilibrer l'alimentation. Et si on est en situation d'obésité, il y a aussi des téléconsultations sur Charles.co spécifiques de l'obésité, si on sent que notre métabolisme est bloqué, avec des traitements spécifiques. Et parfois, le fait de soigner l'obésité va améliorer la testostérone. Et parfois, c'est l'inverse. Le fait de soigner la testostérone va améliorer l'obésité. Si on est seul face à ça, on ne saura pas trop quoi faire tout seul. Et donc, dans ces cas-là, il vaut mieux consulter. Donc, on a dit activité physique, perdre du poids au niveau du ventre. Troisième conseil, bien dormir. C'est durant les phases du sommeil profond et paradoxal qu'on a tout le système hormonal qui se met en mode reset, c'est-à-dire qui se remet en place. Et donc, c'est en ayant un bon sommeil qu'on a une bonne chance d'avoir toutes nos hormones efficaces. Quatrième conseil, s'exposer à la luminosité du jour, en particulier la luminosité de la première moitié du matin. Donc, si on travaille à l'intérieur, on se met à côté de la vitre. Si on a une petite course à faire, faites-la plutôt à pied et plutôt le matin qu'en fin de journée pour avoir de l'exposition à la lumière. Et dernière astuce, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos, il y a certaines phytothérapies des plantes qui sont connues pour améliorer les sécrétions naturelles de testostérone. Les plus connus, c'est le fenugrec, le Tribulus terrestris, le damiana. Ce sont des plantes pour lesquelles on a des études scientifiques qui ont montré contre placebo qu'il se passe quelque chose quand même dans le corps quand on les prend. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on propose des phytothérapies sur Charles.co si jamais il y a des personnes qui sont intéressées. C'est vrai que sur Charles.co, on a référencé quelques traitements de phytothérapie, mais j'insiste, et les médecins qui travaillent avec nous sur Charles.co sont tous dans le même état d'esprit. On ne propose des traitements dits de phytothérapie, c'est-à-dire à base de plantes et d'oligo-éléments, que si on a un minimum de preuves scientifiques que ça apporte quelque chose. Par exemple, pour les plantes comme le griffonia, pour l'état de rumination des pensées, la L-tyrosine, qui est connue pour l'énergie mentale, pour donner un peu d'élan quand on a une fatigue mentale, quand on a un ralentissement. Donc, effectivement, on a référencé quelques produits, mais pour lesquels on a un minimum de bases scientifiques qui nous permettent de dire ça a du sens de les utiliser. Ok, très clair. Et alors, pour la partie justement médicamenteuse, quels sont aujourd'hui les différents traitements qui existent pour soigner un déficit en testostérone? La testostérone existe sous différentes formules en fait qu'on peut prescrire. Une des plus anciennes, c'est les injections intramusculaires, c'est-à-dire piqûres dans les fesses, toutes les 3 semaines à peu près. L'avantage, c'est que ça recharge correctement le corps. L'autre avantage, c'est qu'en France,
c'est remboursé. Pas dans tous les pays, mais en France, c'est remboursé. Mais l'inconvénient, et c'est pour ça que les médecins apprécient peu maintenant ce traitement, en fait, on met toute la dose dans le corps. Et ensuite, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Donc, en fait, en une semaine où on est en super forme, puis ensuite, ça diminue progressivement. Et chez certains hommes, c'est très mal vécu. Cet effet un peu en dents de scie, en yo-yo. Ça donne l'impression qu'on est bien une semaine, moins bien une semaine. Un autre inconvénient important, c'est que comme on met une grosse dose, on est un peu en fait en dopage pendant quelques jours et ensuite ça rediminue. En fait, on peut avoir les inconvénients d'augmentation des globules rouges, hémoglobine, hématocrite, qui est un des effets secondaires qu'on craint le plus parce que le sang devient épais. Donc voilà, ça c'est une forme qui est utilisée, qui ne pose pas de problème quand on l'utilise correctement, mais elle a quand même des inconvénients. Il y a une autre formule qui est en injection intramusculaire, mais qui dure 3 mois. C'est le Nebido pour le moment. Il y a un générique qui va arriver très très prochainement aussi, qui s'appellera, je pense, tout simplement testostérone quelque chose. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a moins l'effet yo-yo. On fait l'injection, ça dure 3 mois. Et c'est vrai que ça, pour quelqu'un qui a un traitement au long cours, c'est appréciable parce qu'on fait 4 piqûres par an et on est tranquille pour le reste du temps. Il faut simplement s'assurer que ça va recharger correctement. Donc, le médecin le prescrit, fait une prise de sang de contrôle, puis après, on peut le continuer. J'avoue que cette formule-là d'une injection tous les 3 mois à peu près, elle est quand même assez appréciable sur le plan médical. Ensuite, il y a les formes par gel, crème qu'on applique sur le corps. Ça aussi, c'est des formes très, très appréciées par les médecins parce que ça donne des taux de testostérone stables. On n'a pas les yo-yo comme avec la piqûre toutes les 3 semaines. La piqûre tous les 3 mois, on a moins le yo-yo quand même, c'est intéressant. Et la forme en gel, en crème qu'on applique tous les matins, premièrement, il n'y a pas de piqûre à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir l'infirmier ou l'infirmière qui vient où on passe faire les injections. On se l'applique tout seul. Et ça donne des taux très, très stables. C'est la forme qui, de nos jours, est la plus recommandée par les médecins, même si les autres formes marche bien aussi, mais voilà, s'il y avait un choix à faire, on dirait plutôt le choix par application cutanée. Et il y a une spécialité comme l'androgel. Il y a aussi le fortigel qui est beaucoup en rupture de stock ces derniers temps. Ok, du coup, il y a trois types de traitements et donc lesquels sont remboursés, Gilbert? Pour le moment, le seul qui est remboursé, c'est les injections qui se font une fois toutes les 3 semaines. Mais il y a des nouveautés qui vont arriver. Par exemple, on s'attend à ce que l'injection qui se fait une fois tous les 3 mois, qui serait vraiment beaucoup plus confortable pour les patients, que ça puisse être à un moment remboursé. Et alors, une fois qu'on suit, on va dire, tous tes conseils pour booster naturellement, qui plus est, si jamais on a des phytothérapies et ou un traitement, à quoi on peut voir qu'on a des améliorations? En fait, quels sont les signes d'amélioration des symptômes du déficit en testostérone? Ah oui. Imaginons quelqu'un qui dit j'ai des signes de manque de testostérone, j'ai une testostérone un peu limite par exemple, je vais faire ce qu'il faut pour que ça s'inverse. En fait, ça va être surtout du ressenti. Est-ce que je suis mieux sur le plan de la libido? Est-ce que sexuellement je me sens mieux? Est-ce que sur le plan de l'état de forme général je me sens mieux? Est-ce que j'ai l'impression d'être moins fatigué? Est-ce que j'ai l'impression d'être psychologiquement mieux, d'avoir plus de force physique, etc. Ils disent tiens, c'est marrant, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien de façon générale. Donc c'est du ressenti, en sachant que quelqu'un qui dit « je me sens mieux », même si sa prise de sang n'a pas beaucoup bougé, médicalement, ça suffit. Le ressenti du patient reste quand même un élément très important pour en tenir compte. Et alors, puisqu'on a parlé des traitements médicamenteux, est-ce qu'on peut un petit peu regarder la balance bénéfice, contre-indication justement des traitements du déficit en testostérone? Le traitement par testostérone, il y a eu différentes recommandations qui ont été faites et ce qui est marquant, c'est que depuis une douzaine d'années, toutes les recommandations scientifiques récentes vont dans le sens plutôt rassurant sur la testostérone. Par exemple, il est admis que la testostérone ne donne pas de cancer de prostate. Il y a même des études qui ont montré que les personnes qui ont un taux de testostérone correct, s'ils ont un cancer de prostate, le cancer est moins agressif. Sauf qu'il reste une recommandation, si on a un cancer de prostate, on doit d'abord soigner ce cancer de prostate avant même de réfléchir à la testostérone. En fait, les contre-indications les plus importantes, c'est quelqu'un qui a un cancer de prostate actuel ou une suspicion de cancer, c'est-à-dire la question n'est pas résolue, n'est pas terminée. Deuxième contre-indication, c'est un syndrome d'apnée de sommeil sévère et c'est lié à autre chose, c'est-à-dire quelqu'un qui a des gros ronflements la nuit, qui se réveille le matin systématiquement fatigué,
S'il y a un gros syndrome d'apnée de sommeil, il faut d'abord que le syndrome soit appareillé, soigné, avant de mettre en route le traitement testostérone, ou en même temps. Une autre contre-indication, c'est le fait d'avoir un excès de globules rouges. Pourquoi? Parce que le traitement par testostérone va augmenter la fabrication de globules rouges. Et donc, si on a trop de globules rouges, le sang devient épais, d'où le risque de faire un AVC ou un infarctus. C'est ce qui s'est passé à certains athlètes il y a quelques années qui se sont dopés à la testostérone et qui ont fait un AVC, une attaque cérébrale ou un infarctus alors qu'ils étaient jeunes. Il y a d'autres contre-indications plus rares comme le cancer du sein qui existe chez les hommes ou une insuffisance hépatique importante, etc. Ce qui est le plus important, c'est quand on regarde bénéfice-risque chez les patients sous traitement testostérone. En fait, on se rend compte, pour résumer, que quand le traitement est prescrit avec une vraie indication, comme j'ai dit au début, on a les symptômes, on a les bilans qui prouvent qu'il y a un déficit, c'est-à-dire on ne l'a pas prescrit le traitement juste parce qu'on est fatigué, on veut être bien. Non, non, il y a des vrais symptômes, mais les bénéfices sont quand même très positifs, nettement supérieurs aux éventuels inconvénients. Là où on se rend compte que le traitement par testostérone a des inconvénients, c'est quand c'est prescrit un peu à la légère, sans surveillance, sans suivi, par des médecins qui ne connaissent pas très bien le domaine. Là, on va avoir plus de risques que de bénéfices. Alors, je pense que pour la dernière partie des questions, on va regarder un petit peu dans le chat celles qu'on a reçues. Est-ce que les femmes ont ou produisent de la testostérone? Oui, les femmes ont de la testostérone. D'ailleurs, on dit souvent que la testostérone est présente en quantité faible chez les femmes. En fait, faible par rapport à la quantité chez l'homme. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 10 à 12 fois plus de testostérone dans le corps masculin que dans le corps féminin. Mais faible, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. D'ailleurs, c'est la testostérone qui se transforme en oestrogène, qui donne l'hormone féminine. Et d'ailleurs, actuellement, il y a beaucoup de recherches sur la possibilité de donner de la testostérone à des femmes après la ménopause, des femmes qui ont des troubles de libido liés à des troubles hormonaux, associés à des traitements de la ménopause, par exemple, etc. Pour le moment, malheureusement, par exemple aux États-Unis, quand ils veulent prescrire de la testostérone pour des femmes, ils prennent le gel qu'on prescrit pour les hommes et ils essayent de bricoler des petites quantités, mais ce n'est pas les mêmes dosages. Et donc, ça existait dans le passé, il y avait un patch de testostérone pour les femmes. Ce patch a disparu, il n'existe plus, mais il n'est pas impossible que dans les prochaines années, on voit arriver des produits de testostérone pour les femmes, mais évidemment avec des dosages beaucoup plus différents et une utilisation différente que chez l'homme. Donc en fait, les hommes ont aussi de l'œstrogène et les femmes ont aussi de la testostérone. Et alors, grand sujet autour de la musculation. On a Mehdi qui nous demande quel est le lien entre musculation et testostérone. Dans le milieu de la musculation professionnelle, les bodybuilders, la testostérone est très connue et d'ailleurs, puisque non est entre nous, c'est très utilisé dans le milieu du bodybuilding, de la musculation intensive. Là, on parle quand même on est dans l'histoire du dopage et de prise de produits dans le cadre d'une activité sportive, on va dire, à un niveau très élevé. Maintenant, dans l'autre sens, la musculation en elle-même améliore les taux de testostérone naturellement. C'est-à-dire là, on ne parle plus de dopage. Quelqu'un, par exemple, qui fait de la musculation de façon régulière, c'est quelqu'un qui va avoir plus de chances d'avoir des taux de testostérone corrects. D'ailleurs, il y a quelques patients qui consultent parfois en disant « je pense que j'ai un déficit en testostérone » et en parlant avec eux, on se rend compte qu'ils font encore 3-4 séances de muscu par semaine. C'est rare que quelqu'un arrive encore à faire autant de musculation en étant en déficit en testostérone. Donc, à ce moment-là, on se rend compte que le problème est ailleurs. Mais en tout cas, la musculation favorise les sécrétions naturelles de testostérone. Et enfin, une dernière question qu'on adore chez Charles, c'est est-ce que la masturbation fait baisser le taux de testostérone? Ah! D'ailleurs, le fameux NoFap Challenge, on avait fait des vidéos là-dessus sur il y a quelques études qui avaient montré que quelqu'un qui a une masturbation, si on faisait les taux de testostérone dans la foulée, on voyait que la testostérone était basse. C'est des études qui n'ont pas été confirmées. D'ailleurs, on peut prendre le sujet à l'inverse, c'est si on se masturbe souvent, c'est qu'on a a priori un élan sexuel, et si on se masturbe souvent, c'est qu'a priori le taux de testostérone, il est correct. Alors, est-ce que le fait de se masturber fréquemment ou la masturbation fait baisser le taux de testostérone? La réponse est non, en tout cas dans la grande majorité des cas. Il y a juste une petite portion d'hommes qui ont ce qu'on appelle le syndrome post-éjaculatoire, c'est-à-dire après une éjaculation, que ce soit par masturbation d'ailleurs ou relations sexuelles. Il y a une diminution de l'état de forme général, il y a un mal-être, les hormones qui sont perturbées, c'est un syndrome spécifique. D'ailleurs, les hommes le repèrent tout de suite en disant à chaque fois que je jouis, je ne suis pas bien pendant des heures, des jours, parfois des semaines. En dehors de ce syndrome, non, la masturbation ne modifie pas les taux de testostérone. Vous pourrez aller voir la vidéo sur la chaîne Charles.fr
gilbert.co. Il y a plein d'informations là-dessus. En tout cas, non, la masturbation n'est pas une cause de diminution de testostérone. Ça marche. Bah, écoutez, je mettrai le lien de notre chaîne YouTube sur le chat. Et de toute façon, vous pourrez retrouver cet échange avec Gilbert sur notre chaîne YouTube dans les jours qui arrivent. Et si le sujet vous intéresse, on peut totalement refaire ce genre de questions-réponses ensemble à l'avenir avec grand plaisir. Avec plaisir. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Merci Au Gilbert, revoir, bonne journée. bonne journée tout le monde ou bonne soirée.